qui va arrêter non pas celle de Yann. Écoutez, dans le caravane, je vais peut-être vous chanter une chanson. Ça c'est ma présentation. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Alors bonjour, hi. Je m'appelle Camille Grand, je suis prof à HEC Montréal en gestion, plus particulièrement dans le domaine des technologies de l'information. Alors on va changer un petit peu de perspective. Merci beaucoup Vincent de m'avoir invité à cet événement. Je ne suis pas forcément habituée à avoir des audiences de juristes. Est-ce que je peux d'ailleurs savoir qui est juriste dans le droit dans la salle? Et qui est dans le marketing ou en gestion? Les trois, ouais. Très bien. Alors, dans ma recherche et mon enseignement à HEC Montréal, j'ai trois thèmes qui m'intéressent actuellement. Le premier, c'est tout ce qui est design d'interface et compréhension des comportements des consommateurs, notamment des processus de prise de décision. Et donc le design d'interface et de systèmes numériques qui peuvent être adaptés pour le support de ces comportements-là, notamment dans un contexte de commerce électronique. Donc ça, c'est une première partie de ma recherche. Un deuxième volet porte sur la transformation numérique des organisations et des industries, notamment dans le domaine des médias. Et un troisième volet, qui est un peu mon dada en ce moment, mon obsession, c'est les systèmes ultra automatisés de prise de décision. Alors on pourrait appeler ça intelligence artificielle, mais bon, l'intelligence artificielle c'est quand même plus général. C'est l'application de ces systèmes-là très intensifs et en données pour l'automatisation de décisions qui sont très omniprésentes dans nos vies et qu'on ne voit pas forcément. Et donc toutes les problématiques éthiques et de gestion qui sont reliées à ça. Alors c'était plus dans le contexte de ce premier et troisième volet de recherche que Vincent m'a invité à vous parler un petit peu de ce que je fais et puis comment ça peut éclairer peut-être ou orienter la discussion sur le consentement numérique vers d'autres réalisations intéressantes. Alors, sachant que j'avais une audience de juristes, j'ai adapté mon plan de match et je vous propose d'y aller en 4 volets. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait dans la recherche dans mon domaine, en système d'information et technologie de l'information, pour que vous ayez une compréhension du mindset un petit peu et du type de recherche qu'on fait. Je vais vous parler deuxièmement d'un angle que je propose d'utiliser pour tout ce qui est l'étude des technologies émergentes qui viennent suggérer des problématiques et des défis éthiques, et donc c'est l'angle de la responsabilité sociale. Vous parlez du terrain d'application qui est mon dada, donc avec les systèmes ultra-automatisés de prise de décision, et puis d'ouvrir sur effectivement est-ce qu'on pourrait utiliser le paradigme dans le cadre du consentement numérique. Est-ce qu'il peut nous aider soit à le mettre à mort, soit à le ressusciter, soit à l'aider à mourir, etc. Donc c'est un petit peu l'agenda que je vous propose. Alors on va commencer par une première mise en contexte. Qu'est-ce que c'est que la recherche en système d'information, technologie d'information dans une école de gestion? Alors, c'est un domaine, tout d'abord, qui est très jeune, et c'est hyper important de le rappeler, parce que beaucoup de sciences et de domaines académiques sont datent de beaucoup plus longtemps que notre domaine, qui a évolué de par le développement des technologies d'information dans l'armée, puis dans les organisations, et puis maintenant dans la vie de tous les jours. Alors, ce qu'on peut faire, je ne sais pas si vous voyez, c'est assez grand, pour regarder un petit peu l'allure d'un champ académique, c'est de regarder les journaux qui sont les plus reconnus. Et nous, nos journaux, dans mon champ, le plus vieux date de 1981. Il s'appelle MIS Quarterly. Et sa mission éditoriale, c'est aussi un bon moyen de savoir ce que fait un champ d'études si on regarde la mission éditoriale des revues scientifiques les plus reconnues. Et donc, sa mission éditoriale, c'est la production de connaissances et la communication de connaissances pour tout ce qui a trait au développement, à la gestion, à l'utilisation, au déploiement de technologies d'information. Et puis, à la fin, on mentionne qui ont un impact managérial, organisationnel et ou sociétal. Et donc, assez large, mais donc c'est pas du développement d'ordinateurs, comme Amer, je pense que ce que je fais, que je crée des ordinateurs. C'est vraiment l'application de ces technologies-là dans des contextes bien spécifiques. Et souvent organisationnels, la discipline est née dans ces contextes-là, mais on le voit aujourd'hui, elle se déploie dans des contextes bien différents. Alors, on travaille notamment sur les problématiques reliées à l'innovation,
quand et comment innover, comment est-ce que l'innovation a un impact sur la productivité des pays, des industries, comment on peut déployer des procédures de gestion de projet plus efficaces pour la gestion de nos projets numériques de grande ampleur. Pensez au projet Phoenix, par exemple, une très bonne gestion de projet, gestion de la paye. Alors, le postulat de base, c'est que les projets technologiques ont tendance à être toujours à dépasser, non pas les attentes, mais dépasser les budgets, dépasser les temps, et bref, à ne pas livrer. Alors, ça fait depuis les années 70 qu'on a ces problématiques-là et qu'on essaie de les adresser dans mon champ de recherche, et elles sont toujours omniprésentes. Alors, c'est des problématiques de longue haleine. D'autres problématiques auxquelles on s'intéresse, c'est la résistance des utilisateurs. Quand on est une entreprise et qu'on veut déployer des logiciels de gestion, par exemple, on veut s'assurer qu'ils vont être utilisés et qu'ils vont être bien utilisés par les utilisateurs parce que ça nous coûte très cher. Alors, parfois, il y a des utilisateurs qui résistent ou qui n'utilisent pas le système comme on voudrait qu'il soit utilisé. On l'a tous fait dans les organisations. Il y a des systèmes qu'on n'aime pas, puis on veut en utiliser d'autres, ou on essaie de faire, on appelle des workarounds, des détournements pour nous faciliter la tâche quelque part, parce que les technologies sont parfois pas conçues pour l'utilisateur final, mais pour, par exemple, le bénéfice de l'organisation, qui veut suivre un processus très structuré, qui nous impose d'aller remplir certaines informations dans un système, par exemple. Alors, ça, c'est les problématiques typiques auxquelles les chercheurs dans mon champ s'intéressent depuis les années 70, donc dans un contexte quand même très organisationnel. Maintenant, évidemment, depuis les années 2000, la croissance du commerce électronique, et puis maintenant un paquet de technologies émergentes qui font sortir les technologies du monde de l'entreprise, qui les amènent dans nos poches, partout dans la vie de tous les jours, eh bien, ça vient changer les choses. On a des nouveaux contextes, les utilisateurs prennent des rôles différents, les citoyens, des consommateurs, des apprenants, les interactions sont différentes, les outils sont différents, ils sont encore visibles pour certains, pas complètement visibles et observables pour d'autres, les interfaces se diversifient, avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Alors ça vient créer des opportunités incroyables pour les utilisateurs, pour les organisations, des opportunités de recherche aussi, parce qu'il y a beaucoup d'effets négatifs qui peuvent aussi être engendrés par la diffusion et la mal-utilisation de ces outils-là. Donc notre champ s'élargit, vous voyez. Et avec ça, alors c'est sûr que nos angles de recherche sont en train d'évoluer, ou en tout cas, ce que mon équipe, mes collaborateurs et moi essayons de faire, c'est qu'on essaye de faire évoluer les paradigmes qu'on utilise pour étudier les déploiements et puis les impacts de ces technologies-là. On avait pour habitude d'utiliser des paradigmes très utilitariens, économiques. On utilise des systèmes parce qu'ils sont utiles, parce qu'ils vont créer tel bénéfice, parce que la performance organisationnelle, la performance individuelle, la productivité va être augmentée. Et ce qu'on essaie de proposer aujourd'hui, c'est de se dire, dans une perspective c'est un petit peu plus critique, comme la perspective que tu proposais pour la thématique aujourd'hui, Vincent, c'est de se dire les artefacts technologiques, tels qu'on les déploie aujourd'hui, qu'on les utilise tous les jours, ne sont pas neutres d'un point de vue des valeurs socio-éthiques. Ils n'étaient peut-être pas neutres à l'époque, d'ailleurs avec quelques chercheurs qui pensaient déjà à l'époque, dans les années 70-80, qui parlaient de la technoéthique et qui disaient les artefacts ne sont pas neutres d'un point de vue éthique, etc. Mais ça se manifeste de manière encore plus claire et de manière beaucoup plus puissante aujourd'hui, de par la diversité des contextes et de par la sensibilité des contextes auxquels les technologies sont utilisées. Pour les aspects démocratiques, par exemple, pour les apprenants, pour l'éducation de nos enfants, pour la justice. Alors, du fait de cette évolution, vous voyez, des phénomènes qu'on utilise, qu'on analyse dans mon domaine de recherche, il y a une perspective qu'on aimerait essayer d'institutionnaliser, ou peut-être juste de rendre plus saillante dans mon domaine, c'est la responsabilité sociale. Alors, je travaille notamment avec Alain Pinsonneau à McGill, qui est aussi en gestion à des hôtels, et on s'est posé la question, est-ce que la responsabilité sociale, peut être un angle théorique pertinent dans ces technologies émergentes qui ont des impacts socio-éthiques importants. Alors, sans vous faire un topo très précis sur la responsabilité sociale, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme RSE, responsabilité sociale des entreprises. En anglais, on appelle ça Corporate Social Responsibility, CSR, qui a existé déjà, le courant
notion de responsabilité sociale, notamment du dirigeant d'entreprise, est née à la fin du XIXe siècle et puis s'est fortement déployée au XXe siècle, notamment dans le domaine anglo-saxon. Un chercheur comme Peter Drucker, en 1954, a fait remarquer puis a légitimé l'idée que les enjeux sociaux et les enjeux de l'entreprise étaient fortement liés. L'entreprise n'œuvre pas dans un vase clos et il y a des parties prenantes, des stakeholders, auxquels elle est reliée et il faut les prendre en considération. Alors, c'est un concept qui s'est fortement développé et qui a été accaparé par la pratique depuis les années 50, de différentes manières. Okay, c'est un concept qui est encore fluide, qui évolue dans le temps, qui est aussi controversé. Pour vous donner des définitions que moi je trouve intéressantes, alors, en 1953, Howard Bowen parlait des obligations de l'homme d'affaires, ou de la femme d'affaires, c'était businessman dans le texte, pour poursuivre des politiques et prendre des décisions qui sont désirables d'un point de vue des valeurs de la société. Okay, donc on va au-delà des perspectives économiques, utilitaires ou même légales, okay, mais on parle de valeurs de la société. Deuxième définition, en 1963, de Joseph McGuire. Là, la cible de la responsabilité, c'est la corporation, l'entreprise, qui doit prendre en compte non seulement ces aspects économiques, légaux, mais des responsabilités qui vont au-delà. Okay, c'est l'idée d'aller au-delà de ses obligations envers les propriétaires d'entreprise, de ses obligations légales. On va au-delà parce qu'on a des responsabilités envers les autres parties prenantes de la société dans laquelle on œuvre en termes d'entreprise. Vous voyez, donc c'est un petit peu ça, la philosophie générale de la responsabilité sociale. Le concept a été décliné de plusieurs manières. Vous avez probablement entendu parler de consommation responsable, de marketing responsable, d'investissement responsable. Alors, on peut le mettre à n'importe quelle sauce. Vous avez peut-être entendu parler aussi de triple bottom line. On appelle ça par le triple bilan. Alors, l'idée de faire attention, de peut-être préoccuper par people, planet and profit. Pas juste profit. Ça, c'est donc John L. Clinton qui parlait de ça. Mais encore une fois, c'est relié à l'aspect d'engagement des entreprises vers des objectifs et des rendements qui ne sont pas juste purement économiques et utilitaires, et qui incorporent des aspects sociétaux, socio-environnementaux. Et donc voilà un peu l'idée de la responsabilité sociale. Il y a un chiffre que vous pouvez regarder, c'est la colonne en rouge qui est un pourcentage très bas. J'ai repris les journaux dans mon domaine, les journaux les plus reconnus, et j'ai essayé de regarder dans quelle mesure était citée la notion de responsabilité dans les résumés, les abstracts. Et alors, on est en dessous du 2% pour la plupart des journaux. Alors, c'est encore très peu. Si vous voulez trouver des articles qui portent sur la responsabilité sociale, il y a un journal qui s'appelle The Journal of Business Ethics. Ce journal-là, qui est un journal transversal un peu en gestion, hein, vous savez, en marketing, en TI, en finance, en ressources humaines, vous allez trouver des articles pertinents, mais c'est sûr que ce journal-là se concentre beaucoup sur cette notion de responsabilité sociale et le ratio est plutôt de 20% pour ce journal-là versus 2%. J'ai regardé quelques journaux en marketing, on est aussi autour de 2%. Donc c'est sûr que ce n'est pas dans les préoccupations intuitives, je dirais, et fondamentales de nos disciplines en gestion. Okay, on est intéressé par la performance, les profits, de manière un peu historique, je dirais. Et donc l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas élargir un petit peu cette vision qui est pas assez nuancée, selon nous. Et à cause de mon dada sur les systèmes hautement automatisés, de prise de décision hautement automatisée, et le dada qui est partagé donc, avec mon collègue Alain Passonneau-McGill, on s'est dit, cette perspective de responsabilité sociale serait tout à fait pertinente pour l'étude de ces systèmes. Alors laissez-moi vous parler juste 2 secondes de ces systèmes. Vous avez peut-être entendu parler des termes intelligence algorithmique, prise de décision algorithmique, intelligence artificielle, agent autonome. Il y a un paquet de termes qui est utilisé de nos jours pour couvrir ou essayer de spécifier, de définir ces types de systèmes. On a décidé d'utiliser, alors en anglais, Automated Decision Making Systems, d'une part parce qu'on pense que ça représente plus précisément le type de système auquel on pense. Le Canada aussi, avec sa directive sur les systèmes de Automated Decision Making System, a aussi nommé ces systèmes-là de cette manière-là. L'intelligence artificielle, c'est un terme très ombrelle qui peut être appliqué de bien des manières. Alors, c'est la raison pour laquelle on a choisi ce terme-là, qui était un petit peu moins vendeur, plus long, mais qui est plus précis, selon nous.
Alors, ces systèmes-là, on ne les voit pas forcément, okay, mais ils sont impliqués dans un paquet de processus dans lequel vous et moi, on est exposés au jour le jour, que ce soit pour recruter du personnel, pour être classé pour des demandes de crédit, la prédiction de crimes, dans le domaine juridique. Alors, il y a un paquet de processus dans l'administration publique, dans les organisations, qui évidemment ont besoin d'automatisation parce que c'est plus efficient, parce qu'on a un paquet de demandes à traiter, parce que ces systèmes-là peuvent nous permettre d'être plus précis dans les prédictions. Alors ce sont des systèmes qui sont utiles, ce sont des systèmes qui sont basés sur les données, sur un paquet de données, avec des biais potentiels évidemment, et des systèmes auxquels les utilisateurs finaux, en fait les gens qui sont sujets aux décisions, je ne sais même pas encore si on peut les appeler les utilisateurs, les parties prenantes, les personnes qui vont être sujettes aux décisions ne sont pas forcément au fait de l'utilisation de ces systèmes, dans quelle mesure ils sont implantés, quelles données ils utilisent, est-ce qu'ils ont fait l'objet d'audits, de choses comme ça, est-ce qu'il y a encore un humain qui a sa place en tant que jugement dans la prise de décision ou pas. Alors il y a beaucoup d'opacité, beaucoup de complexité, et c'est pour ça qu'on se dit, dans mon champ, typiquement on se dirait on va étudier l'adoption. Est-ce que les entreprises adoptent ce type de système? Puis on veut que les entreprises adoptent ce type de système, parce qu'en théorie ça va nous permettre d'être plus efficaces, plus productifs. Alors nous on essaie de dire mais c'est peut-être pas là qu'il faut regarder, c'est pas ça la variable dépendante qu'il faudrait qu'on regarde, c'est l'adoption responsable. Est-ce que la décision qui est prise de déployer ces systèmes-là, que ce soit pour une administration publique, pour aller par exemple évaluer les demandes d'immigration qui arrivent dans un pays, ou une organisation pour faire l'évaluation des candidats potentiels sur un job, je n'ai pas pu le début de ma phrase, est-ce que le processus de prise d'adoption de ces technologies-là et l'adoption à la fin, est-ce qu'ils sont responsables? Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est ça qu'on essaie de faire, de réfléchir à cette notion-là. Il y a un rapport, si vous êtes intéressé par le sujet, un rapport que je vous invite à consulter qui est super, qui a été fait par Citizen Lab, qui fait connaître un lab à l'Université de Toronto, à la Faculty of Law, école de droit, qui s'appelle Bots at the Gate de 2018. Et c'est un rapport qui fait état de l'impact de ces systèmes-là, automatisés de prise de décision, en particulier pour une population qui est vraiment intéressante. Je vous parlais tout à l'heure des différents rôles que les utilisateurs de technologie peuvent avoir. Alors ça peut être des consommateurs, ça peut être des parents, ça peut être des enfants, ça peut être des éducateurs, et bien là ça peut être aussi des non-citoyens. Donc là c'est pour les demandes d'immigration pour des... on appelle ça en anglais pour les réfugiés. Les réfugiés. Et alors c'est un rapport assez critique et qui suggère d'ailleurs au gouvernement canadien de proposer des mesures d'impact de l'implantation de ces systèmes automatisés, et le Canada a rédigé une directive en 2019 sur justement les processus à suivre pour les administrations publiques pour une adoption responsable et un déploiement responsable de ces systèmes dans les processus qui servent les citoyens canadiens. Alors ça, c'est uniquement au niveau public, de l'administration publique. Qu'en est-il de toutes les autres entreprises avec lesquelles on fait affaire? Alors, je pense que c'est un champ de recherche qui en est encore au tout début et qui a beaucoup de choses à faire et qui est en plein foisonnement. Pas pour regarder en détail, mais juste pour vous dire l'état des choses où on en est avec Alain, on a identifié quelques concepts qu'on trouve intéressants, qui s'inspirent donc de la notion de responsabilité sociale pour l'étude de ces systèmes hautement automatisés de prise de décision. Alors par exemple, l'idée de transparence, l'idée de civic mindedness, c'est l'esprit civique. Foresightedness, c'est la prévoyance. Ethical reflexivity, la réflexivité éthique. Functional scrutiny, donc la bonne compréhension de la fonctionnalité du système, parce qu'on est quand même sur un système technologique et complexe. Et puis l'implication des parties prenantes, des stakeholders. Alors, c'est des notions comme ça, on se dit, si on devait évaluer ou étudier le processus d'adoption par les organisations
de ces types de systèmes et évaluer le caractère responsable de ce processus de prise de décision, ce sont des choses qu'il faudrait prendre en compte puis qu'on pourrait décliner. Alors on pourrait regarder par exemple pour transparency, la transparence au niveau des données, au niveau de l'application des sujets humains. Vous savez, quand on veut faire des systèmes hautement automatisés de prise de décision, il y a une chose hyper importante dans la prise de décision, puis on prend des décisions tous les jours. Alors, est-ce que je prends mon parapluie aujourd'hui pour venir? Est-ce que je mets les chaussures rouges ou noires? Et on a toujours un aspect de prédiction. On se dit, bah oui, je pense qu'il va pleuvoir, ou tout ça. Alors, on le fait en tant qu'être humain. On se plante souvent, on est imparfait, mais on utilise notre historique de données. Alors, la prédiction est un élément important, et évidemment que les technologies d'intelligence artificielle viennent rendre ces prédictions-là, cet aspect de prédiction, beaucoup plus performant que notre outil de prédiction humain. Mais dans la prise de décision, il n'y a pas que la prédiction. Il y a le jugement qui est impliqué et il y a l'action, notamment. Et il y a les données. Alors, c'est pas juste la décision, il y a ces autres aspects qui sont aussi à prendre en compte et qui peuvent être disséqués en fonction de transparence, prévoyance, etc. Ça pour vous dire que c'est un processus, un modèle un peu complexe, mais on pense qu'il y a des choses intéressantes ici. Alors, je ne veux pas vous aller plus loin là-dessus, mais c'est juste pour vous donner une idée de d'où je viens dans ce champ de recherche-là. Dans l'étude de ces technologies émergentes-là, je pense qu'il y a un besoin de changer de paradigme. Et c'est pas facile de changer de paradigme dans n'importe quelle profession, n'importe quelle pratique, et dans un champ scientifique. Parce que faire passer des nouvelles idées dans les revues, c'est difficile. Mais je pense que c'est important. Alors, maintenant la réflexion, c'est de se dire, on revient au consentement numérique, est-ce que cette notion de responsabilité sociale et de changement de paradigme pourrait être appliquée? Puis là, c'est un peu le retour à la question de Vincent. Qu'est-ce qu'on fait? Une mise à mort? Le problème est certainement beaucoup plus compliqué, moins dichotomique que ça. Mais alors, je me disais, bon, si je prends mon chapeau traditionnel, je suis un chercheur qui étudie l'interaction homme-machine et comment designer des meilleures interfaces pour les utilisateurs. Je me dis, bon, alors on pourrait améliorer le design de ces contrats numériques. Alors, on sait qu'il y a des principes pour le design d'interfaces ergonomiques, notamment de ne pas designer en bas à droite parce qu'on sait que personne ne lit en bas à droite. Alors, on a des principes et on pourrait déployer des fonctionnalités, des features qui nous permettraient d'appliquer ces principes-là. Alors, par exemple, avoir une table des matières au début. Quand too long, don't read, quand on a des choses trop longues, mais essayer de synthétiser et de mettre, de traduire certains éléments du contrat dans un langage qui est compréhensible pour l'être humain. L'iconographie, la taille des polices, les contrastes. Alors, il y a un paquet de choses qu'on peut faire au niveau design pour faire en sorte que le contrat finalement soit plus compréhensible. Alors, on pourrait avoir un modèle de recherche un petit peu comme ça. On va manipuler certains features, donc on va faire un contrat bleu, un contrat rouge. Puis on a une théorie qui nous dit que le contrat bleu soit mieux compris que le contrat rouge par les utilisateurs. Et puis ça nous permet de favoriser, alors on a des variables intermédiaires, vous voyez, la lisibilité, la navigabilité, la perception de contrôle de l'utilisateur, diminuer la charge cognitive par exemple. Alors, c'est un peu ces mécanismes-là qu'on voudrait faciliter pour permettre, puisque vous voyez à droite, d'augmenter la confiance de l'utilisateur, diminuer son stress, sa perception de risque, et puis éventuellement permettre à la compagnie qui déploie ses contrats d'avoir une meilleure réputation, d'améliorer la loyauté, etc. Alors ça, c'est un peu un modèle qui serait issu de la lunette traditionnelle, si vous voulez, de se dire, ce contrat-là, il existe, on va essayer de le rendre meilleur, même si, évidemment, 0,1% des gens lisent cette page, malheureusement, on se dit, non, on pense que les gens doivent la lire, on veut qu'ils la lisent, puis si on design ces pages de meilleure manière, ils vont les lire, ils vont être mieux informés, ils vont être mieux consentir. Un peu peut-être la naïveté, en tout cas c'est la première approche de se dire on va y aller avec notre perspective traditionnelle. Alors, ça c'est le feature préféré de Vincent. J'étais sur The Guardian ce matin, donc il y a un article de 2017 ou 2018 qui parlait précisément de click to agree with what, et puis c'est marrant parce que le petit truc a popé aussi en même temps. La totale. Alors, bon, il faudrait y penser de manière plus sérieuse et plus secondaire, mais sur
préparais ma présentation ces derniers jours, je me disais, bon, alors, c'est vrai que d'un point de vue humain, je dirais, j'allais dire consommateur, mais humain, puis Céline, tu t'en parlais à la fin de ta présentation, c'est quand même complètement ridicule, cette idée de vouloir de proposer un petit bouton ou une boîte, puis de dire je consens, on est tous pareils, on fait. Est-ce qu'on nous demande quand on va au Provigo ou au Apple Store de signer quelque chose quand on rentre, sinon on nous dit bah non tu rentres pas, parce que ça fait aucun sens. Mais bon, il y a un état de cause, c'est là actuellement. Est-ce que cette idée peut-être donc, non pas d'angle utilitaire, gestionnaire, non pas d'angle légal, mais peut-être d'angle de responsabilité sociale, pourrait nous aider pour adresser ce problème-là et encore une fois faire en sorte que cette pratique soit plus acceptable quelque part socialement. Je connais peu d'études, en tout cas dans mon domaine, qui ont évalué l'acceptation sociale, l'acceptabilité de ce type de système. Okay, parce que nous, typiquement, ce qu'on fait dans mon domaine, c'est qu'on réfléchit, ok, quelle est la tâche de l'utilisateur? Bon, bah, la tâche de l'utilisateur, c'est d'aller échanger, communiquer avec ses amis sur Facebook. C'est d'aller acheter sa clé USB Dell sur le site de Dell. Okay, puis, c'est ça que l'utilisateur veut faire. Donc, on se contrefiche un peu, en tout cas, les notions de consentement est secondaire. Mais c'est pour ça qu'on ne l'a pas beaucoup regardé, je pense, dans mon champ, cette idée d'acceptabilité sociale. Et si elle était beaucoup plus importante, c'est-à-dire que si nous, humains, citoyens, consommateurs, on avait... c'était plus important pour nous, et peut-être que les entreprises avec qui on échangerait porteraient plus attention à ça et pourraient peut-être se différencier même. Et se dire, moi, si je fais les choses de la meilleure façon, c'est bon pour ma réputation, c'est bon pour mon business, c'est pas juste quelque chose comme ça que je fais pour le bien commun. Okay, il peut y avoir un bénéfice aussi économique, individuel et peut-être collectif. Alors, la question que je pose, puis je ne compte pas y répondre, mais c'est comment concevoir des outils, des pratiques, des codes de conduite, des features, je ne sais pas, de gestion de relations numériques que j'ai préféré à consentement. Parce que le consentement, comme je parlais dans ma question, c'est je me dis le consentement à quoi, et pour qui, et comment, et pour combien de temps, mais un code de conduite de gestion de relations numériques qui soit, alors plus pour reprendre les termes associés à la responsabilité sociale, qui soit plus transparent, plus éthique, qui respecte l'esprit civique. Vous voyez, quelque chose qui va donc au-delà aussi notamment du légal. Peut-être que c'est une avenue aussi à poursuivre, pour que collectivement, on fasse en sorte de plus se retrouver devant cette hypocrisie quand même actuelle sur les contrats numériques. Alors je m'arrête ici, j'espère que ça vous a intéressé, puis je suis ouverte aux questions si vous en avez. Merci beaucoup. Des commentaires? Merci beaucoup pour votre présentation, très intéressante même pour des avocats. Alors, première question, si on est convaincu de l'approche que vous proposez, comment on vend ça dans une organisation et si les ressources pour adresser ça sont plutôt limitées ou affectées à d'autres projets, qui dans une organisation on doit approcher pour essayer de vendre une approche basée sur la responsabilité sociale? Bonne question, très pratique. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, mais probablement que il faudrait une stratégie, plusieurs initiatives. Une approche, c'est de se dire, on veut de l'évidence. Imagine un gestionnaire dirait, ok, montre-moi pourquoi c'est intéressant de faire ça. On pourrait avoir une collaboration avec le HEC pour en faire des études pour voir si vraiment ces caractéristiques-là sont marquantes pour les utilisateurs. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ça ferait une différence pour vous au niveau de votre image de marque? La deuxième chose, c'est d'aller voir peut-être la direction des communications, qui sont intéressés évidemment par l'image de marque de la compagnie, et puis peut-être les personnes du marketing, et de se dire, vous savez, il y a un paquet de certifications pour les entreprises, par exemple B Corp, les entreprises donc, qui ont un impact social. Et ces certifications-là sont de plus en plus importantes pour les gens qui cherchent du travail. Quelle est l'entreprise qui est certifiée B Corp? Parce que je sais qu'elle va mieux qu'elle traite ces personnes et qu'elle a un impact positif sur le social, en plus de ses bénéfices pour ses shareholders.
Alors, est-ce qu'il y a des initiatives je ne suis pas sûre, mais je ferai une recherche. Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont faites? Et est-ce que Beacon, par exemple, pourrait inclure ce type de pratique dans ses critères d'évaluation? Parce qu'il y a un paquet de critères que Beacon, par exemple, utilise. Alors, je commencerai comme ça parce que c'est sûr qu'on a besoin d'évidence pour savoir, les ressources sont limitées. Mais je suis persuadée qu'il y a un potentiel de différenciation. Mais il faudra amener de l'évidence par les études empiriques et peut-être voir ce qui se fait dans toutes ces organisations qui sont là pour... donc, qui ne sont pas le gouvernement, qui ne sont pas les entreprises qui font du profit, qui ne sont pas les instituts de recherche, mais qui sont là pour essayer de donner une voix collective à un ensemble de citoyens ou non-citoyens, mais d'êtres humains qui sont conscients qu'il y a d'autres choses que juste les valeurs de l'activité économique dans le tissu organisationnel d'aujourd'hui. Oui. Merci pour ta présentation, très intéressante. C'est pas vraiment une question, mais c'est plus un échange, un partage d'expérience. En fait, je suis dans le marketing, je ne suis pas du tout juridique. Et puis le défi qu'on a actuellement, c'est vraiment de trouver un bon équilibre entre qu'est-ce qu'on va centraliser, qu'est-ce qu'on va décentraliser, qu'est-ce qu'on va automatiser et puis qu'est-ce qu'on va humaniser. Et puis il n'y a pas vraiment de critères bien précis pour décider, mais trouver le bon équilibre entre les quatre, c'est vraiment très important dans tout ce qu'on fait actuellement. Et en général, on essaye de se lier aux valeurs en fait de l'organisation pour décider qu'est-ce qu'on automatise, qu'est-ce qu'on humanise, etc. Et puis je confirme tout ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à l'automatisation, parce que parfois on est comme c'est des processus qui sont déjà en place, automatisés, qu'on ne peut pas vraiment, si on veut changer quelque chose, il faut changer plein de processus, donc ça devient très très complexe. Donc ça c'est au niveau des organisations, ça c'est plus un partage. De l'autre côté, on a des clients, donc on essaie certaines choses pour être le plus transparent possible, surtout au niveau du consentement. Et puis ce que on se rend compte, d'après des tests qu'on fait en interne, c'est que même si on simplifie en fait le consentement, il y a certains clients qui sont plus avertis que d'autres, et qui ont l'habitude, par exemple, quand ils vont sur des sites internet et puis ils voient des cookies et puis ils acceptent et puis ils passent à autre chose, de le faire aussi quand on fait des tests avec eux. On a fait beaucoup de travail pour faciliter le consentement et puis pour être le plus transparent possible, mais les gens ils zappent et puis ils disent ben non, c'est pas la peine, on vous fait confiance. Et puis c'est très lié aussi à l'organisation, parce que certains consommateurs, quand ils font confiance dans certaines organisations, donc ils se disent ben, c'est pas la peine que je lis, c'est bon, c'est parfait, et puis je passe à autre chose. Ça aussi, c'est comme c'est une responsabilité à double tranchant. C'est aussi de la marque, mais c'est aussi du consommateur qui, en fin de compte, il a pris l'habitude de le faire ailleurs, et puis après, ça passe comme rapidement sans qu'il fasse vraiment attention. Et puis c'est pas évident, je vous écoute depuis tout à l'heure, moi je suis plus du marketing, pas du tout du droit, et puis c'est pas évident pour des gens du marketing de trouver le juste équilibre en fait entre ce qu'il y a au niveau juridique, ce qu'il faut respecter, puis parce que le marketing c'est quand même, on est en plein développement, on parle de personnalisation très très pointue, on utilise la donnée, on parle de envoyer des communications très personnalisées, omnicanal, etc. Donc c'est pas évident de trouver le juste équilibre. On essaye d'être le plus transparent possible, mais vous avez ramené des notions qui sont très intéressantes, et puis aussi la responsabilité sociale, c'est très intéressant de l'intégrer. C'est plus un échange, c'est pas une question, mais je sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport au win-win entre qu'est-ce qu'on fait pas, etc. Peut-être rapidement, merci beaucoup. Tes commentaires font beaucoup de sens. Puis il y a trois choses, trois notions qui sont hyper importantes. Confiance, d'habitude, et puis de responsabilité sociale en fait. Mais alors, la confiance c'est une variable hyper importante pour le comportement humain, qu'on utilise donc quand on fait de la recherche sur l'interaction en machine, en user experience. Puis il y a différentes dimensions à la confiance. Alors, ça peut être de la crédibilité, ça peut être de la compétence, ça peut être de la bienveillance. Et on est en train d'opérationnaliser une étude avec des étudiants pour travailler justement sur
cette confiance-là, différentes dimensions, et de voir comment différentes manières d'expliquer, donner des explications aux utilisateurs sur ces systèmes automatisés. Alors d'expliquer, donc d'être transparent et de dire, bon voilà, dans cette décision-là, de recrutement par exemple à l'école, okay, tu as fait une application pour rentrer dans ce programme-là d'études, ton application est évaluée 100% par un algorithme. Ou alors, ton application est évaluée par un algorithme, mais il y a un oversight d'un être humain après, où les critères sont décidés par l'équipe pédagogique avant. Alors, on a différentes configurations, et puis on veut essayer de voir qu'est-ce qui vient influencer la perception de crédibilité. Donc non seulement la transparence sur le processus, et c'est qu'est-ce qui est automatisé, quel type de données sont utilisées aussi pour faire ces prédictions, quand est-ce que l'équipe pédagogique a un mot à dire. Alors, parce que cette dimension-là est tellement importante de confiance, on essaie de la disséquer et de voir quelles sont les choses qu'on pourrait faire pour favoriser une meilleure confiance, pour favoriser une acceptabilité sociale. Donc ça, c'est vraiment au cœur de nos travaux. Et puis, l'autre chose, l'habitude, c'est incroyable comme on est... C'est terrible, là, c'est le crapaud dans l'eau tiède. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on fait depuis 10 ans. Tu connais pas le crapaud dans l'eau tiède, non? Par rapport au crapaud dans l'eau bouillante. Petit à petit, on fait des changements, là, des choses, puis hop, une cuisse de grenouille. Et alors, encore une fois, c'est peut-être juste un changement de paradigme. C'est quelque chose de fort qui pourrait nous proposer des alternatives, peut-être, à ce modèle. Monsieur, vous parliez de guinea pig, des cochons là, des publicitaires, non, c'est pas ça le terme que vous utilisez, le dindon de la farce. Et de se dire plus collectivement, okay, en tant que société, qu'est-ce qu'on veut? Parce que, oui, l'autre aspect que tu mentionnais, c'est la complexité. Même pour des gens en technologie, ces systèmes-là, c'est quasiment incompréhensible. Et puis ça gagne en complexité tous les jours. Alors, il faut juste se dire, bon, ben voilà, c'est complexe, puis il y a peu qui vont comprendre, mais alors où est-ce qu'on met les frontières? Et peut-être d'un point de vue légal, oui, puis aussi d'un point de vue de ce qu'on veut, on a notre mot à dire. En tant que citoyen, on a un pouvoir collectif, et comment on le met en œuvre. Je ne sais pas trop... Merci. Bonjour. Si vous me permettez, c'est juste une question. Bonjour. Je suis juriste, je suis maître. C'est pas grave. C'est juste pour vous rapprocher sur une question, pour rapprocher les deux domaines. Alors, lorsque vous parliez de la responsabilité sociale, vous faites un petit peu référence à la règle morale? C'est là où on peut s'approcher. Parce que lorsque vous me dites qu'il faut introduire la responsabilité sociale dans un texte de loi et le mettre, je connais que deux responsabilités civiles et criminelles. Ouais. Vous avez des normes techniques qui intègrent la responsabilité mais c'est juste... Vous avez ISO 26002, je pense, qui est une norme technique qui met en place qui essaye de documenter la manière dont on peut traduire cette notion que Camille... Dans ma tête, c'était juste pour spécifier, merci Vincent, dans ma tête, c'était au-delà du légal. C'est un petit peu dur de l'introduire parce qu'un juriste ne se base pas sur des règles de mœurs ou de moralité, parce qu'il n'y a pas un cadre, c'est-à-dire il n'y a pas une règle morale. La seule fois où le juriste, c'est-à-dire la loi, a condamné un acte qui vient d'une règle morale, c'est juste en cas d'ingratitude qui est dans le code civil. À part ça, c'est difficile pour moi de concevoir une règle sociale ou peut-être qu'on peut l'attacher à une règle civile et partir de là. Mais je suis d'accord avec vous. C'est juste une question pour le panel juriste. En quel point on peut s'approcher de cette règle? Je comprends c'est utopique pour moi, mais en même temps, c'est attirant. En santé, on le fait par référence. On va référer à des instances comme des comités d'éthique qui sont justement des spécialistes de ce domaine-là et qui, d'une façon interdisciplinaire, en utilisant des politiques éthiques, donc non pas des textes de droit positifs, mais vraiment des normes éthiques, vont interpréter ce qu'on peut faire, par exemple, en matière de consentement à la recherche biomédicale.
Donc ça se fait, on peut intégrer certaines règles comme ça. Et puis beaucoup de règles de droit à la naissance étaient des règles morales. Donc ça aussi, la coutume, ça prend force à un moment donné. Donc c'est des moyens. Il n'y a pas de solution parfaite, mais ça peut s'intégrer. Vous avez les Français qui ont adopté des lois qui réfèrent à des normes techniques. Notamment cette norme ISO, c'est un moyen. Puis après, au Canada, vous avez des juges qui essaient d'interpréter l'utilisation de normes techniques, et notamment 2600, et c'est compliqué. Ça je vous l'accorde, c'est compliqué à intégrer. Et l'évaluation, l'appréciation des juges est assez nébuleuse. Je pense que la question renvoie aux normes de manière générale. Et c'est vrai qu'en tant que juriste, on parle de normes légales, mais la responsabilité sociale de l'entreprise, on est plus dans le domaine de l'éthique ou des bonnes pratiques professionnelles, qui sont aussi des normes, alors pas des normes légales, mais qui viennent compléter la loi, ou interpréter, ou aller dans le sens de la loi. Alors, pas contraire à la loi en principe, on ne peut pas, mais dans les domaines des technologies, c'est assez utile quand la loi n'est pas encore là. D'un point de vue chronologique, en fait, ces règles-là peuvent intervenir avant. Et j'en profite puisque j'ai le micro pour rebondir sur les systèmes automatisés, sur la prise de décision automatique. Je travaille aussi sur ces questions-là, et la Commission européenne a sorti un livre blanc en février, il y a un mois, là même pas, il y a 2-3 semaines, où on essaie d'intégrer des règles professionnelles. Par exemple, des bonnes pratiques professionnelles, par exemple sur les données d'apprentissage, le fait de conserver les données d'apprentissage sur les systèmes d'IA, ça pourrait être une règle qu'on pourrait imposer. Et donc on voit bien que là on est en train de chercher des règles d'encadrement de l'IA ou des systèmes automatiques. Et effectivement, il va falloir préciser de quoi on parle, préciser éventuellement des secteurs, avoir des règles sectorielles éventuellement. Mais on est en train de chercher un peu des solutions, et ça vient pour l'instant de l'éthique, des bonnes pratiques, et un petit peu du droit, de quelques principes légaux. On essaie de mélanger un petit peu les deux, parce que quand on parle de loyauté, transparence, il y a à la fois des règles légales, la transparence ou la loyauté, c'est pour éviter la discrimination, et on a des droits fondamentaux même pour dire ça, mais pour d'autres principes, on n'a pas encore forcément des droits. Pour les données d'apprentissage, par exemple, on n'a pas encore de droits, et donc voilà, ça se construit un peu main dans la main, droit éthique, je trouve, en ce moment. Et donc j'étais très intéressée, Camille, par ce que tu as dit sur la RSE, parce que c'est pas l'approche classique qu'on a en ce moment. On parle vraiment des grands principes, fairness, accountability, transparency, mais dans tous les guides éthiques en ce moment. Et je trouve que cette approche-là me paraît plus organisationnelle et plus concrète pour les entreprises. Donc, je suis contente que je trouve ça complémentaire.